Bonjour mes chers collègues, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour cette réunion du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Je vous prie d'excuser la présidente Yaël Braun-Pivet qui ne peut être présente ce matin et donc j'ai le plaisir de la remplacer. Donc nous allons parler de notre programme de travail pour l'année à venir. Je vous rappelle que 3 évaluations ont déjà été lancées du fait de décisions précédentes. L'adaptation des logements aux transitions démographiques et environnementales, c'est en cours à l'initiative du groupe Renaissance. Les politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, à l'initiative du groupe Socialiste et Apparentés. Et la politique immobilière de l'État, à l'initiative du groupe Horizon et Apparentés. Compte tenu de ce plan de charge, 3 nouvelles évaluations pourraient être envisagées cette année. Le logement étudiant a été identifié comme un point essentiel de l'accès à l'enseignement supérieur et le gouvernement a confié en février 2023 à notre ancien collègue, M. Richard Lieuget, une mission qui vise à identifier les leviers mobilisables pour renforcer l'offre de logement à destination des étudiants, notamment par la recherche du foncier disponible. Il appartiendra au rapporteur du CEC de compléter ses travaux en menant une évaluation de cette politique au regard notamment des moyens déjà déployés dans le passé. Il leur reviendra également de décider si nous sollicitons l'assistance de la Cour des comptes sur ce dossier ou si le comité le traite directement afin de gagner du temps et de ne pas être trop décalé par rapport aux conclusions à venir de la mission Lieuget. Deuxième sujet, les quartiers de reconquête républicaine est un dispositif lancé en septembre 2018 qui repose notamment sur une approche partenariale de la sécurité avec la population et avec différents services ou politiques publiques. Rénovation urbaine, éducation jeunesse, transport. La Cour des comptes a publié une étude sur ce sujet le 21 février 2023, ce qui permettra à nos rapporteurs de commencer leurs travaux plus rapidement en s'appuyant sur ce premier diagnostic. Enfin, l'accès à la culture des personnes atteintes de handicap est un sujet original qui met l'accent sur une dimension du handicap souvent oubliée et qui mérite une étude spécifique dont le périmètre dépasse l'accessibilité et qu'il reviendra au rapporteur de délimiter. Au-delà du choix des sujets nouveaux, l'association de tous les groupes de haut fonctionnement du CEC sera assurée par la nomination des rapporteurs à laquelle nous allons ensuite procéder. Quelqu'un souhaite-t-il prendre... Donc, je vais vous récapituler les 3 sujets pour l'année à venir. Les politiques publiques en faveur du logement étudiant, c'est à l'initiative du groupe Renaissance. Le dispositif des quartiers de reconquête républicaine à l'initiative du groupe Rassemblement national et les politiques publiques pour favoriser l'accès à la culture des personnes atteintes de handicap à l'initiative du groupe de la gauche démocrate et républicaine NUPES. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole sur le programme de travail que je viens de décrire? Il n'y a pas de demande d'intervention, il en est donc décidé ainsi. Nous allons maintenant procéder à la nomination des rapporteurs. Après avoir sollicité les groupes, nous avons reçu les candidatures suivantes. Pour les politiques publiques en faveur du logement étudiant, M. Charles Stissenzul et pour le groupe Renaissance et M. Louis Boyard pour le groupe LFI-NUPES. Pour le dispositif des quartiers de reconquête républicaine, M. Briand Masson pour le groupe Rassemblement national et Mme Christine Decotz pour le groupe Renaissance. Pour les politiques publiques pour favoriser l'accès à la culture des personnes atteintes de handicap, M. Yannick Monet du groupe GDR-NUPES et Mme Sophie Metz du groupe MODEM. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole sur cette liste de nominations? Je n'ai pas de demande d'intervention. Il en est donc décidé ainsi et je vous remercie de votre attention. Nous allons poursuivre nos travaux avec l'examen du rapport de suivi de la lutte contre les contrefaçons. Lors de sa réunion du 24 octobre 2018, le comité a inscrit à son programme de travail une évaluation de la lutte contre la contrefaçon demandée conjointement par les groupes La République En Marche et UDI Agir et a sollicité l'assistance de la Cour des comptes, dont le rapport lui a été présenté le 3 mars 2020 par M. Christian Charpy, président de la Première Chambre.
Les rapporteurs désignés par le CEC le 14 mars 2019, M. Christophe Blanchet, La République En Marche, et Pierre-Yves Bournazel, UDI Agir, se sont alors saisis des analyses de la Cour et ont mené leurs propres travaux avant de publier leurs conclusions le 9 décembre 2020. Le 21 mars 2023, le CAC a décidé de lancer un suivi des conclusions de ce dernier rapport qu'il a confié à M. Christophe Blanchet, membre du groupe DEM, et Kevin Mauvieux, membre du groupe RN. Messieurs les rapporteurs, excusez-moi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous, chers collègues. Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui fait suite à celui présenté devant le CEC en décembre 2020 qui comptait 18 propositions. Nous constations alors un phénomène massif aux conséquences désastreuses pour nos entreprises et dangereuses pour les consommateurs. Depuis 2020, force est de constater que le développement du commerce en ligne et des réseaux sociaux a boosté les ventes de produits contrefaits, rendant la tâche particulièrement difficile pour les titulaires de droits et les services de l'État chargés de lutter contre ce phénomène qui donne lieu de plus en plus souvent à de véritables trafics. Dans le même temps, et particulièrement au cours de l'année écoulée, un ensemble de mesures et de textes européens et nationaux ont apporté des outils pour mieux lutter contre la vente de produits contrefaits. C'est un premier pas. Mais l'efficacité des mesures adoptées dépendra naturellement des moyens et des modalités de leur mise en œuvre. Or, il y a urgence car l'avalanche des colis de fret express et postaux arrivant chaque jour nous réduit plus que jamais à vider la mer à petite cuillère. Et c'est ce qui est ressorti d'ailleurs assez souvent dans nos auditions. Depuis 2020, la fabrication et la vente de produits contrefaits se sont développées et diversifiées, boostées par le développement du commerce en ligne et des réseaux sociaux. Nous l'avons constaté lors de notre visite au musée de la contrefaçon, et j'invite d'ailleurs chaque personne qui est en capacité de s'y rendre à y aller pour prendre connaissance de l'ampleur du phénomène. Donc nous l'avons constaté dans cette visite, qui a bien voulu nous mettre à disposition quelques spécimens. La vente de produits contrefaits concerne tout type de produits, les pièces mécaniques telles que des plaquettes de frein ou des filtres à huile, le matériel de sport tel que des mousquetons ou des roues de vélo, ou les produits électroménagers. Par conséquent, au-delà de l'atteinte portée aux droits de la propriété intellectuelle, ces produits peuvent s'avérer dangereux pour leurs utilisateurs. On fait maintenant la démonstration des produits. Bon, on peut faire les trois même maintenant. Donc on a ramené ici plusieurs exemples. Donc vous avez ici un premier exemple qui est une plaquette de frein. Cette plaquette de frein est une plaquette de frein originale, constructeur. Et ici, vous avez l'équivalent, mais en contrefait. Là, on voit la dimension dangereuse des produits contrefaits parce que, bon, déjà, on voit que l'état des plaquettes de frein n'est pas du tout le même si elles se ressemblent. On en a une qui s'oxyde déjà. Donc évidemment, c'est la dangerosité des plaquettes de frein qui va être mise en avant ici, puisque tous les véhicules faisant l'objet de réparation chez des garagistes peu scrupuleux qui vont avoir recours à des plaquettes de frein de contrefaçon sont des véhicules qui n'auront pas les mêmes capacités de freinage que des véhicules classiques, pour le coup, sans pour autant que le consommateur, que l'utilisateur le sache, puisque vous avez différentes façons de mettre en place la contrefaçon. Vous avez des Français qui achètent volontairement, vous avez des Français qui achètent involontairement, et vous avez dans certains domaines, comme dans celui de l'automobile, des Français qui se font duper royalement par des garagistes qui n'ont absolument rien à faire des questions de sécurité publique. On continue la présentation, je te laisse faire les cigarettes. Alors, on va vous faire la foire à la contrefaçon. Voilà, des cigarettes. Alors, le tabac nuit gravement à la santé, hein, c'est mauvais, il n'y a pas de souci, il ne faut pas fumer, qu'on soit bien d'accord. Mais alors, quelle est la différence entre les deux paquets de tabac que j'ai entre les mains ? À l'œil nu, franchement, il faut être expert pour pouvoir choper la différence. Alors, si vous allez voir la différence, parce que si, dans Paris, vous allez avoir les paquets à 4 €, vendus à la sauvette, dans certains quartiers bien connus. Même pas loin de l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, à la sortie du métro, il y avait des vendeurs de paquets de cigarettes qui vendaient ça à 4,50 €. Il faut comprendre que quand un paquet de cigarettes contrefaites, en l'occurrence, il est là, pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement, il n'y a pas le timbre, ici, que l'on peut voir, le timbre fiscal, le timbre douanier. Donc c'est la seule différence à l'œil nu pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas de pouvoir identifier est-ce que c'est des vrais paquets ou pas. Sur celle-ci. En l'occurrence aussi, il faut savoir quand même que la vente de tabac, c'est le monopole des buralistes.
Donc, quiconque achète du tabac, que ce soit sur un réseau social, un site ou dans la rue, est en illégalité et il doit le savoir et on doit le rappeler. Le seul lieu où je peux acheter du tabac, ce sont chez les buralistes et rien d'autre. Donc tout le reste, c'est de la contrefaçon ou de la contrebande. On va s'attacher à la contrefaçon, on expliquera ça. Et sur ce tabac, si on reste sur la présentation des produits et pas sur notre rapport, on va détailler après. Il faut comprendre qu'un paquet vendu 4,50 €, ça rembourse 50 paquets fabriqués. Voilà pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Donc dès que j'ai vendu mon paquet, j'ai amorti 50 paquets. C'est très bénéfique. Tu fais le reste ? La contrefaçon, on la voit. Alors, juste pour revenir sur les cigarettes rapidement, mais bon, les cigarettes, évidemment, il y a un problème économique. Ça pose une problématique économique pour les vendeurs de tabac, mais ça pose aussi une problématique de santé publique parce que la composition d'une cigarette de contrefaçon n'est évidemment pas la même que la composition d'une cigarette classique, qui est déjà dangereuse et néfaste, tout le monde le sait, mais vous imaginez bien les conséquences d'une cigarette qui, en plus, n'est pas encadrée et fabriquée avec des matières... Complètement, parce que les résultats qu'on a eus, c'est quand même que le tabac qui sert à fabriquer ces cigarettes contrefaites et n'est pas entreposé dans les normes d'hygiène que les producteurs de tabac le font traditionnellement, c'est qu'on a du tabac entreposé par terre, donc on a retrouvé dedans, dans la cigarette contrefaiite, de la morra, des crottes de souris, du calcaire, du ciment, de la peinture, voilà. Donc non seulement en fumant, normalement, au moment on va mourir du tabac si on fume, mais en plus là on va être très très malade si on fume vraiment quelque chose qui est pas, je vais être poli, qui respecte pas la norme du tabac, on va dire, sans être vulgaire. Et sur le tabac toujours d'ailleurs, alors je suis pas fumeur et j'y connais absolument rien en tabac, mais justement tout à l'heure on en parlait avec Christophe et je disais justement que si j'étais policier et que je croisais quelqu'un dans le métro avec ça, avant qu'il ne me présente le timbre, j'aurais pas su faire la distinction. Maintenant c'est parce que celles-là sont bien faites, mais dans les tabacs de contrefaçon, vous en avez qui vous vendent des paquets de tabac. Marlboro originaux, blanc et rouge, ce qui n'existe plus sur le marché, puisque maintenant la norme, c'est le paquet neutre avec dessus les images pour inciter à l'arrêt du tabac. Donc j'ai envie de dire, quand vous achetez en dehors d'un bureau de tabac et un paquet à 4 € et un paquet rouge et blanc, bon, au bout d'un moment, vous êtes malade et vous savez que vous achetez quelque chose d'illégal. Et enfin, avant-dernier exemple, de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est aussi, et là c'est très grave, sur le médicament. On a aussi de la contrefaçon. Ici, on a le Zyprexa. Donc là, vous avez une boîte de Zyprexa réelle, originale. Et là, vous avez le faux. Donc, même chose. Vous voyez que les boîtes, elles sont similaires. Celui qui n'y connaît rien ne se rend pas compte de la différence, sauf le jour où il prend les comprimés et où ça ne va plus, parce qu'évidemment, ça ne soigne pas. Et parfois, ça peut rendre malade même. Ça peut aller plus loin. Et le marché, pareil, pharmaceutique de contrefaçon, on en parlera tout à l'heure, est énorme et pose vraiment de gros problèmes de sécurité sanitaire. Produits anodins, du quotidien, du spray, alors c'est une marque connue, Ushuaïa, le vrai et le faux, à l'œil nu, je vous mets au défi, le faux il est là, le vrai il est là. On tient à remercier l'Unifab qui nous a fait le prêt de ces produits de contrefaçon qui vont retourner après derrière les armoires, ne vous inquiétez pas, on ne va pas les utiliser pour notre utilisation personnelle. Et nous, on a conscience de ce que c'est et j'espère qu'on va pouvoir vous expliquer, vous allez être convaincus avec nous du danger de la contrefaçon. Car derrière cette contrefaçon, là, c'est une contrefaçon, on peut se dire, oui, bon, elle est 2 fois moins chère. Bon, ok. On n'a pas conscience qu'éventuellement, on va détruire l'entreprise Ushuaïa à terme dans des emplois en France. Et qu'à minimum, quand on achète cette contrefaçon, c'est de la TVA qui ne rentre pas en France. La valeur, on va y redonner les chiffres tout à l'heure. Mais ce qui n'est pas assez su, c'est que le produit qu'il y a dedans, quand on va se le mettre sur la peau, plus de 2 fois sur 3, on va avoir une mauvaise réaction allergique, avec peut-être des brûlures, peut-être une intolérance, une allergie, et quoi qu'il arrive, ça ne va pas faire que du bien. Donc, et on ne va pas sentir très bon au final, parce que si on finit à l'hosto, ce n'est pas terrible. C'est ça les produits de contrefaçon, c'est d'expliquer quand même qu'on met en danger sa santé. Il y a eu le tabac pour l'intérieur de la santé, l'intérieur du corps, tout ce qui est produit comme cela, c'est mise en péril de sa santé, et ça malheureusement, ce n'est pas encore assez su au sein de notre nation.
Et un dernier exemple avant de poursuivre, les stylos. Donc ici, on a 2 stylos de marque Pilote. Enfin, de marque Pilote. On a 2 stylos identiques. Ici, vous avez le stylo original de marque Pilote. Ici, vous avez le stylo de contrefaçon. Ils se ressemblent à l'œil nu, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, bon, vous êtes un peu loin pour les voir, mais ce qui est intéressant, c'est que la contrefaçon, c'est pas toujours la contrefaçon d'une marque. Parfois, ça va être la contrefaçon d'un produit, d'une marque, mais sans utiliser la marque pour essayer un peu de détourner et de sortir de la version contrefaçon. Ce qui n'en demeure pas moins une contrefaçon. La contrefaçon, c'est pas seulement faire un produit et apposer dessus une marque connue. C'est aussi reproduire le produit d'une marque connue, même si on n'y met pas la marque. Et ici, par exemple, sur ce stylo de contrefaçon, il est écrit Pilote nulle part. Officiellement, c'est pas un Pilote. Et pourtant, on voit que c'est exactement le même en termes de format. Ça peut paraître anodin, mais sur des stylos, un exemple tout bête d'une conséquence, quand vous avez des produits de contrefaçon, évidemment, la contrefaçon, pour être rentable, pas chère et rapportée, elle ne respecte pas les normes, évidemment. Et je vais prendre un exemple tout bête, mais quand vous avez, si vous avez un stylo Bic dans les mains, normalement, vous voyez tous que sur un stylo Bic, vous avez un trou au niveau du tube du stylo Bic. Trou qui a été installé, non pas pour des raisons, c'est pas pour faire respirer l'encre. Le trou, il est installé pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion du stylo par un enfant, par exemple, ce qui permet de laisser passer l'air. Bah, sur un stylo de contrefaçon, par exemple, vous n'allez pas avoir ce trou, parce que faire un trou dans le tube, ça va coûter de l'argent. Donc, on va aussi, sur un stylo, avoir une question de sécurité, au-delà, après, de la qualité d'écriture, de la qualité de l'encre, de la qualité de la bille, etc., etc. Donc là, on a un autre dernier exemple. Après, on aurait pu le décliner, hein, des exemples, on en a plein. Quand on est allé au musée, on a vu des paires de chaussures Nike. Donc quand je vous disais que c'était pas forcément le fait de copier un produit existant, bah vous avez des chaussures Nike à talons qui n'ont jamais existé, puisque Nike, ce sont des sneakers. Bah vous avez des chaussures à talons Nike. Bon, bah on contrefait la marque, mais pas le produit. Donc vous pouvez contrefaire le produit sans la marque sans un produit existant, et puis évidemment, vous avez la contrefaçon des deux. Donc je reviens sur le fil rouge du coup de notre présentation, mais voilà, c'est important de vous montrer aussi des exemples physiques et d'éviter d'être trop dans l'abstrait. Donc cette situation évidemment fragilise nos entreprises, particulièrement les PME, qui n'ont pas les moyens de surveiller l'ensemble des marchés, notamment dans un marché mondialisé. En 2019, 39 millions de Français avaient utilisé Internet pour faire des achats en ligne. Ils sont 45 millions aujourd'hui. Entre 2019 et 2023, on a peu de temps qui s'est écoulé et pourtant on a 6 millions de Français en plus qui font des achats sur Internet. Le volume des ventes via les places de marché en ligne, les fameuses marketplaces qu'on a sur Facebook par exemple et sur d'autres, ont accru de 30% par rapport à 2019. Elles représentent aujourd'hui 15 à 20% du marché du e-commerce de produits. Pourquoi on met en avant les marketplaces et pourquoi on vous donne ces chiffres? C'est parce que la fraude, elle est grandement facilitée par les spécificités du commerce en ligne et notamment des marketplaces, avec l'anonymat, le sentiment d'impunité, la volatilité des sites et le morcellement des envois, puisqu'on n'a plus des gros cargos, vous n'avez plus le gros cargo Amazon qui envoie tout. Maintenant, ça vient avec une marketplace, ça vient de tout un tas de vendeurs. Les achats en ligne se traduisent en effet par des flux massifs de colis, comme je le disais, et de déclarations douanières. 77 millions de déclarations en 2022 contre 47 millions en 2021. Donc on a une augmentation de 64% des déclarations douanières. 92% de ces déclarations, plus de 70 millions, concernent des colis d'une valeur inférieure à 150 euros. Donc on est sur du petit colis. 90% des jeunes achètent en ligne et réalisent ainsi plus de la moitié de leurs achats habituels. Ce public est également friand des réseaux sociaux et des contenus diffusés par les influenceurs qui ont eux aussi un rôle important dans la diffusion de la contrefaçon. Or, d'après une enquête de l'Office européen de la propriété intellectuelle, 37% des jeunes européens de 15 à 24 ans avaient délibérément acheté au moins un produit de contrefaçon ou téléchargé des contenus illégaux en 2021-2022. Les réseaux sociaux véhiculent des supports de publicité ciblés qui renvoient vers des sites de vente en ligne, offrant ainsi facilement la vente de produits contrefaits. De plus, les contenus publiés de manière éphémère, dans les stories, dans les lives, rendent très difficile de prouver la fraude, puisque le principe, c'est que ça reste 24 heures. Vous avez des milliers ou des centaines de milliers de jeunes qui vont cliquer et acheter, et 24 heures plus tard, l'annonce n'existe plus. Le volume d'articles de contrefaçon retenus par les douanes dans l'Union européenne s'élevait à environ 86 millions d'articles en 2021, soit une augmentation de 31% par rapport à 2020 en une seule année, 66 millions d'articles. En France, selon le bilan des douanes pour 2022, 11,5 millions d'articles contrefaits ont été retirés du marché en 2022,
contre 9,1 millions en 2021 et 5,6 millions en 2020. Donc en 2 ans, on a doublé le nombre d'articles contrefaits qui ont été retirés du marché. En juin dernier, nous nous sommes rendus à la direction des douanes, à l'aéroport Paris de Roissy. Nous y avons visité le bureau de contrôle pour constater la tâche immense de cette équipe aux effectifs très limités face au flux ininterrompu de colis. Alors, on n'a pas noté de détails dans le discours, mais enfin, pour vous expliquer très rapidement ce qu'on a vu, on a vu que donc, les douaniers étaient peu nombreux face à la tâche. Quand vous allez dans les entrepôts de colis, vous voyez une masse de colis qui défile hallucinante. Donc eux ont des méthodes qui permettent de filtrer un peu les colis qui vont aller réceptionner et contrôler, parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Et pour vous donner encore des exemples, parce que la contrefaçon dans le discours c'est bien, mais dans l'exemple c'est mieux, pour vous donner un exemple, quand on est arrivé dans le bureau des douanes, il y avait des sacs plastiques transparents qui étaient les uns sur les autres, qui ont été saisis par les douanes. Il s'agissait de petits logos Lacoste, de la marque Lacoste, le petit crocodile, des petits logos en plastique. Il y en avait, je ne sais plus combien, mais des milliers. C'était des sacs immenses, c'était plus grand que moi, c'est pas compliqué, mais plus grand que Christophe, c'est plus compliqué. Le mur de sacs était plus grand que Christophe, il y en avait des milliers. Et en fait, c'était pas des petits crocodiles destinés à la France, c'était du transit. Ça passait par la France pour ensuite repartir, notamment dans les pays du Maghreb. Et l'objectif de ça, c'est d'apposer ce petit logo en plastique sur des t-shirts en Turquie, en Tunisie, des t-shirts qui coûtent rien. Ensuite, de les faire revenir sur le territoire français et de vendre des t-shirts Lacoste à 3, 4, 5 euros. Qui n'en sont pas, donc avec des tissus qui sont de mauvaise qualité, qui peuvent être inflammables, avec des colorants dans les tissus qui peuvent être nocifs pour la santé, avec un logo en plastique qui n'est pas le bon, puisque Lacoste n'impose pas de logo en plastique. Et donc tout ça, ça fait, comme on vient de le dire dans cette introduction, ça fait du tort à Lacoste qui peut perdre des marchés, parce que les gens vont acheter des t-shirts à 5 euros au lieu de les acheter à 30 ou 40 euros. Et en plus, problème sanitaire avec ces problématiques que je viens de vous décrire. Je laisse la parole à mon collègue pour la suite. Le complément, juste pour revenir sur Roissy quand même, il faut imaginer juste sur le tapis qui vient en fret de Chine. Chers collègues, c'est 7 colis à la seconde. Il faut juste imaginer le volume. 7 colis à la seconde qui arrivent de Chine. Voilà ce qu'il y a à traiter. Et si vous prenez... Vous avez beaucoup de chance, au hasard, vous avez beaucoup de chance de choper une contrefaçon. C'est ça le sujet. Voilà la masse sur laquelle nos excellents douaniers, les services franchement font un boulot avec abnégation, volonté, détermination. On leur rend vraiment un hommage et on les remercie pour leur accueil. Mais voilà la masse juste sur le fret provenant de Chine. Alors si vous rajoutez à cela la Turquie, le Vietnam et tous les autres pays, l'Inde, Pakistan et autres, vous imaginez un peu le volume que ça fait. Et même si on peut penser, dire il y a qu'à multiplier par 10 ces effectifs, le volume, quoi qu'il arrive, reste énorme. Et en traitement humain, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Alors on a des propositions évidemment quand même pour améliorer à la fin. Alors nos auditions ont mis en lumière plusieurs évolutions de trafic. Le profil des contrefacteurs se diversifie. Ainsi, la criminalité organisée s'intéresse de plus en plus à la contrefaçon. Des profils émergent qui n'ont pas de passé de délinquants. Ils commencent à vendre quelques produits contrefaits, puis deviennent des auto-entrepreneurs de ce trafic. La nature des flux évolue, alors que les contrefaçons étaient constituées de produits finis majoritairement venus de Chine et d'Asie du Sud-Est. Des ateliers d'assemblage et de fabrication s'installent sur le territoire européen ou même national. Kevin vous l'a expliqué avec les logos qui sont faits à un endroit, les t-shirts à un endroit et l'application à un autre endroit, et ça revient chez nous. Des techniques de commercialisation facilitent la dissimulation. Ainsi, la technique de livraison directe avec un vendeur qui ne se charge que de la commercialisation permet aux vendeurs de contrefaçon de ne pas laisser de traces. De même, les vendeurs de contrefaçon tronquent ou floutent les photos des produits proposés, empêchant ainsi les titulaires de droits de valoir leurs droits. Les modes de livraison saturent les contrôles. L'envoi de contrefaçon par container tend à être remplacé par un déferlement de petits colis dont la provenance est souvent inconnue. Ces évolutions et les flux considérables de marchandises proposées en ligne contraignent les entreprises à effectuer des veilles chronophages et sans fin pour signaler des produits contrefaits. Une enquête réalisée par l'Unifab auprès seulement de 25 membres, entreprises, a ainsi montré qu'au cours de la seule année 2021, celles-ci ont obtenu un déréférencement de quelques 32 millions d'annonces. 25 entreprises, 32 millions d'annonces qu'ils ont réussi à déréférencer. Voilà un peu la masse et l'ampleur que l'on a. Sur la question du tabac, on vous a présenté un peu
les spécimens. Depuis 2020, les trafics de tabac illicite n'ont cessé de progresser. En 2020, les douanes avaient saisi 284 tonnes de tabac, 402 tonnes en 2021 et près de 650 tonnes en 2022. Les constats de terrain, notamment pendant la crise sanitaire, mettent en évidence une proportion de tabac illicite pouvant aller jusqu'à 30% des ventes sans que l'on puisse distinguer tabac de contrefaçon et tabac de contrebande. Les circuits de production ont évolué, des sites de production de cigarettes contrefaites ont vu le jour en France. Les derniers, chez nous en Normandie. Eh ouais, c'est pas quelque chose dont on peut être fier. Véritablement. Alors, on était à plus de 300 000 cigarettes fabriquées jour. Si vous remémorez un peu la proportion qu'on vous a donnée, un paquet vendu, 50 paquets de bénéfices, 300 000 jours, vous faites le ratio, ce sont des milliers d'euros qui échappent à la fois à la fiscalité, de la santé publique et surtout quand même une mise en danger totale de nos buralistes, donc de nos commerces de proximité. Il y a cela aussi, évidemment. Désormais, des machines entrent en pièces détachées sur le territoire et des entrepôts de stockage abritent des lieux de fabrication. La relative liberté de circulation du tabac dans l'UE rend les contrôles difficiles. Le plan tabac 2023-25 prévoit le renforcement des outils d'analyse de tabac saisis et la réalisation d'études toxicologiques pour mieux identifier la dangerosité des produits et leur parcours. Nous souhaitons que ces analyses soient systématiques. Merci mon cher Christophe. Dans la continuité, donc Christophe vient d'évoquer le tabac. Moi, je reviens sur les médicaments rapidement. Les médicaments contrefaits, falsifiés ou illicites sont aussi l'objet de toutes sortes de trafics. On en a parlé tout à l'heure en montrant les boîtes de médicaments contrefaites. Le musée de la contrefaçon, donc encore une fois, je vous invite à visiter si vous en avez l'occasion parce que c'est très parlant, montre bien la diversité du trafic de médicaments contrefaits, falsifiés ou non autorisés. On y trouve de faux psychotropes, des produits amaigrissants ou éclaircissants, des stéroïdes qui contiennent des substances nocives. La pilule bleue, la fameuse pilule bleue. Pourquoi tu me regardes ? Parce qu'on en a parlé quand on était à l'Unifab. Ah, d'accord. La fameuse pilule bleue qui fait évidemment l'objet de toutes les contrefaçons également. En 2022, près de 280 000 médicaments contrefaits ont été interceptés, contre 87 000 en 2021. Donc la situation évidemment est préoccupante. Rien que le fait qu'une boîte de médicaments contrefaits circule en France est préoccupante. Donc le fait de passer de 87 000 à 280 000 en une seule année, on est même plus que dans la préoccupation. Tout à fait. Au niveau européen, c'est un grand chapitre. L'Union européenne s'est dotée récemment de textes pour responsabiliser les plateformes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux à destination du marché européen qui compte 450 millions de consommateurs. Le DSA, Digital Service Act, et Digital Market Act, DMA, ont été adoptés le 19 octobre 2022 durant la présidence française de l'Union. Le DSA, en français, Règlement sur les services numériques, RSN, fait porter sur les acteurs du numérique l'obligation de modération des contenus illégaux, ce qui inclut la question de haine en ligne, de harcèlement, de diffamation et plein d'autres, mais aussi des contenus contrefaisants ou la publicité trompeuse. Le RSN s'applique à l'ensemble des intermédiaires qui fournissent des services en ligne, places de marché, hébergeurs, moteurs de recherche, réseaux sociaux et autres. Le RSN impose aux acteurs du numérique une série d'obligations dont nous citerons les principales. Mettre à disposition un système simple de signalement des contenus illicites, traiter en priorité les signalements des organisations reconnues pour leurs compétences et leurs expertises appelées signaleurs de confiance, coopérer avec les autorités judiciaires, suspendre les comptes publiant des contenus illicites, interdire le ciblage publicitaire sur les mineurs ou à partir des données sensibles, protéger les consommateurs en s'assurant de l'identité des vendeurs professionnels sur les places de marché en ligne. Une transparence quant à la politique de modération des contenus est imposée, ainsi qu'une analyse des risques systémiques de l'activité pour les très grandes plateformes. Cette régulation est un progrès pour la modération de nombreux contenus comme les contenus haineux, harcelants ou diffamatoires. Elle vise donc aussi les produits et services non conformes, c'est-à-dire qui ne respectent pas les règles européennes en matière de sécurité et de mise sur le marché. Quelle efficacité aura-t-elle pour lutter contre la vente de contrefaçon ? Cela dépendra de la manière dont elle sera utilisée, notamment par les autorités nationales, en relais des efforts faits par les titulaires de droits et les représentants. D'une manière générale, l'Europe a fait un premier pas, mais il faut faire plusieurs grands pas si on veut réellement lutter contre la contrefaçon. Merci.
Le RSN sera une base donc juridique pour une action au plan européen et au plan national, avec notamment l'adoption de la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Nos auditions ont montré à nouveau que les titulaires de droits se heurtent à de nombreuses difficultés. Procédures de signalement différentes d'une plateforme à l'autre, très chronophages, rejet des signalements, nécessité d'être habilité pour agir en justice à l'étranger, à l'encontre des vendeurs chinois par exemple. Surmonter tous ces obstacles suppose de disposer d'un service spécialisé aguerri, un coût que les petites entreprises ne peuvent pas se permettre. À titre personnel, nous avons essayé dans nos auditions sur certains sites de faire des signalements de contenu de contrefaçon. Vous allez sur Facebook, vous cherchez des cigarettes contrefaites, vous avez juste à taper iPhone Marlboro et vous aurez un iPhone de marque Marlboro. Bon, évidemment, vous savez très bien quand vous achetez l'iPhone de marque Marlboro au prix et à la photo que ce n'est pas l'iPhone que vous allez avoir. Quand on veut faire le signalement, par exemple sur Facebook, c'est hyper compliqué. Bon, je cite Facebook, mais j'aurais pu en citer plein d'autres. Hein. On peut tous les citer parce qu'on n'a pas trouvé de site où il était facile de faire un signalement pour contrefaçon. Vous avez des boutons signalement. eBay, Rakuten. eBay, Rakuten, oui. Ouais. Bah, il y en a un ou deux dans la masse qui ont fait les efforts. Mais dans l'ensemble, vous cliquez sur les boutons de signalement. Si vous voulez signaler une contrefaçon, il faut passer une demi-heure à chercher dans tous les menus déroulants ce qui se rapproche le mieux de la contrefaçon. Donc on est très loin d'une lutte efficace. Nous souhaiterions que les créateurs et les industriels européens soient mieux défendus face à ces pratiques, avec des armes plus finement adaptées aux méthodes de la vente de contrefaçon en ligne. Pour leur faciliter la tâche, nous proposons des améliorations au système en vigueur, qui dépendent pour certaines du niveau interne et pour certaines du niveau européen, lesquelles pourraient intervenir sinon dans une disposition législative, puisque le règlement vient juste d'être adopté, au moins via les protocoles d'accord d'autorégulation des acteurs. Ces améliorations consisteraient d'abord à disposer de signaleurs de confiance en nombre suffisant relayant les notifications des entreprises, les fédérations industrielles et artisanales, l'UNIFAB, l'INPI, certaines grandes entreprises. Le signaleur de confiance, c'est celui qui légalement a le droit de signaler un contenu de contrefaçon et de permettre d'avoir des suites sur ce contenu. Imposer aux plateformes un formulaire unique de signalement des contenus illicites, arrêter d'avoir à chaque plateforme sa façon de signaler. Pour certaines, c'est facile, pour d'autres, il faut creuser à tel point qu'on a l'impression que ça n'existe pas. Renforcer la coordination européenne lors des mesures de déferrement des sites commercialisant des contrefaçons, éviter un déréférencement dans un pays et la continuation des ventes dans le voisin. Alors, ce point-là, je vais y revenir parce que c'est un point qui m'a un peu choqué, façon de parler, mais qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'on parle toujours du fonctionnement de l'Union européenne vertueuse, l'Union européenne magnifique. Bon, il y a des choses qui ne marchent pas en Union européenne et qui pourtant pourraient marcher. La lutte contre la contrefaçon en fait partie. Et je vais prendre un exemple récent, simple et efficace, l'exemple de Wish. Vous savez tous qu'il y a quelques mois ou années maintenant, Wish a été déréférencé. La DGCCRF, les services français ont fait retirer Wish du marché d'Internet en France en raison notamment de pratiques de contrefaçon. Sauf que pour un marché comme Wish, pour une entreprise comme Wish, la France, c'est 1 centime du portefeuille. On ne les a absolument pas fait trembler. La preuve, c'est qu'à partir du moment où ils ont pu revenir, ils sont revenus, et qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une Apple Watch pas chère, vous en avez à 2,99 € chez Wish. Alors, ce n'est pas une vraie. Évidemment, il y aura des problèmes de sécurité avec les composantes qui sont à l'intérieur. Elle ne fonctionnera pas aussi bien qu'une vraie Apple Watch, mais toujours est-il que vous avez la contrefaçon de l'Apple Watch à 2,99 € sur Wish. Ça n'a absolument pas marché. Alors que, dans ce domaine, si l'Union européenne avait su prendre une mesure commune, et si l'Union européenne avait dit à ce moment-là, Wish n'aura plus accès au marché européen dans son ensemble, je pense qu'on aurait fait beaucoup plus de mal à Wish, et peut-être que la plateforme aurait réfléchi à 2 fois avant de revenir à la charge avec les mêmes produits. Donc, renforcer la coordination européenne dans la lutte contre la contrefaçon peut être un bon moyen de lutter contre la contrefaçon sur le plan international. Autre amélioration, avertir les consommateurs entrant sur un site sanctionné pour vente de contrefaçon, afficher les injonctions numériques adressées au site. Ça, c'est une mesure qui se base sur ce qui se fait notamment dans la presse People. Aujourd'hui, quand vous regardez la presse People, si vous avez par exemple Voici qui annonce que telle personnalité est en couple avec telle personnalité, que c'est faux, que le tribunal annonce qu'il y a eu diffamation, Voici est dans l'obligation pendant un certain nombre de temps, sur sa une de couverture, d'afficher sur la moitié de la page que Voici a été condamné pour diffamation, pour fausse information, etc. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de la sécurité publique
qu'un site qui a fait l'objet de vente de contrefaçon et qui a été condamné soit dans l'obligation, sur le même plan, d'afficher lorsque vous arrivez sur le site un message sous forme de pop-up ou je ne sais comment, mais un message que le consommateur ne peut pas ne pas voir et qui informe: attention, vous entrez sur un site qui a été condamné pour vente de contrefaçon, soyez prudent, soyez vigilant, n'hésitez pas à faire remonter ou à nous signaler tout contenu, mais un message qui informe de sorte que le consommateur n'arrive pas sur un site comme une personne inconnue qui ne sait pas ce qui se passe. Nous constatons que la défense de la propriété intellectuelle dans l'Union européenne est un système en devenir qui devrait bénéficier de plusieurs travaux en cours. La réforme de l'union douanière, les normes prévues à l'agenda de la Commission européenne pour la propriété intellectuelle, le brevet unitaire, la suppression prochaine de l'exemption de TVA pour les marchandises d'une valeur inférieure à 150 € achetées sur Internet en dehors de l'Union européenne. La mise en œuvre de toutes ces mesures devrait participer à un marché plus sain sous l'angle de la contrefaçon. En tout cas, il faut l'espérer. Et si ce n'est pas le cas, il faut lutter avec davantage de mesures pour que la contrefaçon recule sur le marché européen. On va évoquer à présent les douanes et on tient vraiment, avec Kevin, à saluer tous nos services douaniers, de gendarmerie aussi, qui font un travail formidable, les services de police enquêteurs, police municipale aussi, et toutes celles et ceux qui sont totalement investis sur cette lutte contre contrefaçon parce qu'ils comprennent les enjeux. Je parle aussi de la DGCRF et tous les services de l'État tels qu'ils soient. Les douanes, évidemment, sont en première ligne dans la lutte contre la contrefaçon et plusieurs mesures ont été prises depuis 2020 pour améliorer la mise en œuvre de cette mission. D'abord, un plan contrefaçon 2021-22 a défini plusieurs objectifs: le renforcement de la coopération avec tous les acteurs, le développement du réseau de cyberdouaniers, de nouvelles techniques et d'outils d'analyse, le renforcement des contrôles et enquêtes, l'adaptation des poursuites, le renforcement de la formation des douaniers. Le contrat d'objectifs et de moyens 2022-25 pour les douanes prévoit la modernisation de ces équipements avec en particulier l'achat de nouveaux scanners. En mai dernier, le ministre délégué chargé des comptes publics a annoncé que 100 emplois seraient redéployés vers le contrôle douanier du e-commerce d'ici 2025. Ces mesures vont dans le bon sens, mais seront-elles suffisantes pour permettre cette administration aux effectifs limités, heureusement stabilisés jusqu'en 2025, de faire face à l'augmentation spectaculaire des flux et des trafics que nous avons pu mesurer lors de notre visite à Roissy en juin dernier et nous l'avons évoqué précédemment? Vous trouverez dans le rapport le détail des mesures de la loi adoptée en juillet 2022 visant à donner à la douane des moyens d'agir face aux nouvelles menaces et qui comporte plusieurs mesures de lutte contre la contrefaçon, en particulier sur Internet. La loi permet désormais aux agents des douanes habilités dans le cadre d'infractions telles la contrebande, l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou d'acquisition de tabac à distance de demander le retrait des contenus concernés, voire de demander aux opérateurs le déréférencement ou la suspension du nom de domaine, ou encore de demander au tribunal judiciaire leur suppression. Une réserve opérationnelle pour des missions de renfort temporaire est créée. C'était une des propositions de notre précédent rapport aussi. Il est dommage que cette occasion n'ait pas été saisie pour créer aussi une réserve citoyenne, ce qui aurait par exemple permis à des réservistes bénévoles de faire en milieu scolaire de la pédagogie sur les méfaits de la contrefaçon. C'est une proposition que nous faisons aujourd'hui. La loi du 9 juin 2023 pour encadrer l'influence commerciale ouvre la voie, nous le détaillons dans le rapport, à une meilleure responsabilisation d'un secteur d'activité qui utilise massivement les réseaux sociaux. Concomitamment, le ministère de l'Économie a élaboré un guide de bonne conduite des influenceurs et des créateurs de contenu, présentant de même manière pédagogique les conditions d'exercice et les obligations de l'influenceur. Ce guide rappelle les interdictions en vigueur quant à la contrefaçon. Et pour conclure sur ce sujet, nous avons aussi auditionné les influenceurs via leurs représentants. On a senti une volonté des bons influenceurs, parce que ça fait partie de notre paysage aujourd'hui, et il y a des bons influenceurs, et ils sont, je le crois, majoritaires. Et ben, on a senti leur envie de pouvoir travailler sur la contrefaçon, leur volonté de comprendre pour pouvoir mieux protéger aussi celles et ceux qui les suivent. D'ailleurs, sur les influenceurs, pour compléter un peu, ce qui nous a été dit dans les auditions, c'est qu'a priori, il y a déjà des formations un peu indirectes à la lutte contre la contrefaçon, dans la mesure où les influenceurs font l'objet de différents appels et de différentes demandes de fausses marques ou de fausses personnes, via des mails, comme on en reçoit tous d'ailleurs, quand on reçoit des mails de phishing, etc., où en réalité il y a des fautes dans les mails, c'est mal tourné, c'est bon, voilà. Ils font l'objet de ça aussi pour essayer du placement de produits contrefaits. Et donc, ils essayent de lutter déjà contre ça, mais on peut compter sur eux, en tout cas, dans le message qui nous a été passé, pour lutter contre la contrefaçon et peut-être nous associer à une de nos mesures, mais quand on parlera des mesures, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Pour faire un focus sur le trafic de tabac, pour lutter contre les trafics endémiques de tabac, un plan d'action 2023-2025 a été présenté par le ministre des Comptes publics en décembre 2022. Il prévoit notamment l'amélioration du renseignement douanier et le renforcement des moyens d'action et d'enquête. Sont ainsi prévus des équipes supplémentaires de maîtres de chiens spécialisés ainsi que de nouveaux outils de détection et d'analyse d'images. Parallèlement, dans les 9 principales zones urbaines de trafic, des groupes de lutte anti-trafic de tabac, des GLAT, coordonnant l'action des services douaniers et des forces de l'ordre, mèneront des opérations coup de poing et des enquêtes avec le concours d'un réseau de partenaires. 50 opérations étaient prévues en 2023. En juin dernier a été conduite une vaste opération fondée sur la coopération de différents services de l'État qui a concerné 11 aéroports et 7 zones frontalières. Elle a permis la saisie de près de 9 tonnes de tabac et l'interpellation de 58 personnes. La loi douane dite douane du 18 juillet dernier double les amendes, augmente les peines d'emprisonnement prévues pour le trafic de tabac et instaure une peine complémentaire d'interdiction du territoire jusqu'à 10 ans pour tout étranger se livrant à ce trafic. Ces mesures sont les bienvenues car les modes opératoires des trafiquants de tabac tendent à se rapprocher de ceux des trafiquants de stupéfiants. Nous estimons que compte tenu de l'impact des trafics de contrefaçon sur l'économie de la sécurité publique, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pourrait être élargie aux étrangers se livrant aussi au trafic de contrefaçon. On le voit notamment dans le trafic de tabac. Vous avez la contrebande, mais la contrefaçon est une part extrêmement importante du trafic de tabac. On le voit à Paris quand on sort du métro. Très souvent, ce sont des étrangers qui sont mis en avant, comme pour toute contrefaçon d'ailleurs, au pied de la Tour Eiffel, les sacs à main de contrefaçon qui sont en vente ou les petites Tours Eiffel. Donc nous pensons que cette peine complémentaire doit s'étendre au trafic de contrefaçon. La lutte contre la vente de médicaments falsifiés, qui est un immense chantier, s'est dotée de nouveaux outils. La loi, encore une fois dite douane, sur initiative parlementaire, a élargi la procédure spéciale d'enquête du coût d'achat qui permet aux douaniers habilités de remonter les filières de ces activités. La proposition de 2020 du précédent rapport, ce n'est pas la nôtre, j'y étais pas encore, sur ce sujet, a donc été satisfaite grâce à Christophe. Compte tenu de la dangerosité de ces produits, nous souhaitions aussi imposer des mesures proactives pour retirer les médicaments falsifiés et aux réseaux sociaux de mettre en place des filtres dès lors qu'il s'agit d'offres ou d'incitations à vendre des médicaments. La mise en œuvre du DSA ainsi que la loi renforçant les pouvoirs de douane constituent un début de réponse à cette préoccupation. En 2020, nous demandions d'informer les consommateurs sur l'impact négatif des contrefaçons à différents moments clés de l'éducation ou de la vie économique, que ce soit en école, collège, lycée, service national universel, achats sur les sites internet ou des réseaux sociaux. Une récente enquête européenne que nous détaillons dans le rapport montre que les jeunes sont de plus en plus nombreux à acheter volontairement ou involontairement des produits contrefaits, et ce, en raison des prix attractifs des produits. Mais cette enquête montre aussi que la dangerosité des produits contrefaits et les conséquences de leur production sur l'environnement ou sur les conditions de travail de ceux qui les fabriquent sont ignorées et sous-estimées de la part de ces jeunes. Et quand ils le savent, ils réfrènent leur achat. C'est un constat qu'on en a pu faire. Les conséquences de l'utilisation abusive ou délictuelle des réseaux sociaux ont conduit le législateur et le ministère de l'Éducation nationale à intégrer aux enseignements scolaires l'usage responsable d'Internet, des réseaux sociaux et de la protection des jeunes utilisateurs. Dans ce cadre, une sensibilisation sera dispensée sur les risques liés aux achats en ligne. La sensibilisation aux questions de propriété intellectuelle trouverait aussi parfaitement sa place dans l'enseignement moral et civique dispensé au collège. En juillet dernier, une expérience a été conduite pour sensibiliser les jeunes dans le cadre du SNU aux risques en termes de santé et de sécurité ainsi qu'aux conséquences de la contrefaçon sur l'économie et l'environnement afin de leur montrer la diversité des produits concernés et de dispenser des conseils pour une consommation responsable. Cette séquence, réalisée aussi avec l'aide des services de l'UNIFAB, que l'on veut saluer, a été bien accueillie. Il y a un retour d'expérience dans le rapport, il faut la généraliser. Donc effectivement, la formation est importante et la sensibilisation, mais la lutte contre la contrefaçon passe par la protection également. Or aujourd'hui, 47% des brevets déposés dans l'Union européenne sont issus d'entreprises européennes, contre plus de 90% en Chine, en Corée et au Japon. Donc ces pays qui pensent davantage à se protéger que les nôtres. De même que l'on exige aujourd'hui des étudiants un bon niveau d'anglais, il faudrait impérativement que tout étudiant soit formé au contenu et à la défense de la propriété intellectuelle de manière très concrète. Et ce, dès peut-être la fin du collège ou le début du lycée, au moment où les jeunes sont les plus à l'écoute de diverses problématiques.
On ne le précise pas forcément dans notre discours, mais les jeunes sont très ouverts à certains discours. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, les jeunes sont très ouverts à l'écologie. Et donc, par exemple, dès la fin du collège ou le début du lycée, il pourrait être intéressant, dans le cadre de l'éducation morale et civique, de faire une séquence sur les conséquences écologiques d'acheter de la contrefaçon. Vous allez payer votre jean 5 €, super. Par contre, est-ce que vous savez à quel point votre jean va avoir pollué les eaux pour être fabriqué parce qu'il ne respecte aucune norme? Et là, on a possibilité, dès le plus jeune âge, de former les jeunes. On dit souvent, quand on a un certain âge, c'est plus maintenant qu'on changera, donc il faut bien s'en prendre au moment où on peut changer. Sur le jean, juste pour visualiser, pour faire un jean, il faut 40 litres d'eau. Donc, dans l'entreprise qui fabrique légalement le jean, il y a une obligation, même si c'est fait à l'étranger, de recycler l'eau. C'est le marché international qui est comme ça. L'entreprise contrefaite de contrefaçon qui va faire ce jean va rejeter l'eau, 40 litres d'eau par jean, va rejeter l'eau dans le milieu naturel. C'est ça le sujet. Et je pense que nous pensons que si les jeunes le savent, ils vont dire, oui, de l'eau polluée rejetée dans le milieu naturel, ça tue les poissons et ça fait des rivières tout simplement polluées. C'est ça le message que l'on veut envoyer. Mais il y a deux messages, il y a deux angles qui peuvent être utilisés auprès des jeunes dans le cadre de l'éducation morale et civique et qui permettraient de vraiment fonctionner. L'angle de la santé, malheureusement, quand on est jeune, on est insouciant. Donc l'angle de la santé, je ne pense pas qu'il fonctionne vraiment sur des jeunes de fin collège, début lycée. Mais l'angle écologique, ils sont très ouverts à cette question. Donc c'est un bon angle pour leur faire appréhender le problème de la contrefaçon. L'angle social aussi humanitaire, les jeunes sont très ouverts sur l'humanitaire. Dans ces séquences-là, alerter sur qui fabrique la contrefaçon. Parce que la contrefaçon, déjà des produits légaux parfois sont fabriqués de façon très bancale par des enfants, etc. Donc si on met l'accent aussi sur le côté humanitaire et qui fabrique votre contrefaçon, je pense qu'on a moyen de former les jeunes dès le plus jeune âge et d'essayer de diminuer la contrefaçon. Malgré les formations proposées par l'INPI ou le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, nous n'en sommes pas encore là. Or, l'enjeu est d'importance car il ne s'agit pas moins que de l'avenir de nos entreprises également. Il faut aussi mieux sensibiliser les consommateurs, au-delà des jeunes qui deviendront consommateurs. Les professionnels et les acteurs publics s'efforcent de le faire dans le cadre de campagnes saisonnières, mais comme c'est le cas pour la sécurité routière, il faudrait parvenir à financer avec le concours de l'État, des plateformes, des réseaux, éventuellement d'entreprises, une campagne très impactante et largement diffusée auprès des jeunes consommateurs. Il ne faut pas juste faire un petit clip de 10 secondes qui passe pendant 2 semaines sur des chaînes publiques et qui dit attention, la contrefaçon c'est mal. Il faut, comme la sécurité routière le montre, montrer les dégâts de la contrefaçon, montrer une peau brûlée par une crème qui n'était pas une crème officielle mais une crème de contrefaçon, la personne est brûlée, la peau se déchire, faut montrer les images, ça fait mal. Il faut montrer une voiture qui s'encastre et la personne grièvement blessée dedans et dire voilà, c'était des plaquettes de frein de contrefaçon. Aïe, parce qu'il n'y a pas que la vitesse, il y a la plaquette de frein de contrefaçon. Il faut montrer la guirlande de Noël, puisqu'on y approche, qui a pris feu, qui a mis feu au sapin et qui a brûlé la maison. Exactement. Il faut montrer le fait du gamin qui a 11 ans qui fabrique une contrefaçon de basket pour quand les contrefaçons le prennent, parce que simplement sa petite main va aller coller la colle au fond de la semelle. Il faut montrer tout cela. Il faut montrer le trash. Donc il faut arrêter dans le monde des bisounours avec la contrefaçon, et nous pensons qu'on n'a pas encore franchi cette étape. C'est une façon d'enlever les œillères, de montrer vraiment l'impact de la contrefaçon. La DGCCRF, elle, mène des actions contre la contrefaçon au titre des enquêtes sur la sécurité et la conformité des produits. La recherche de contrefaçon sur Internet est intégrée aux enquêtes pour tenir compte des modes de consommation, commerce physique ou achat sur Internet, et il n'y a pas de décompte spécifique des actions anti-contrefaçon. La lutte contre ce phénomène n'a pas rang de priorité aujourd'hui, ce que nous regrettons évidemment vivement. Il y a des pics d'enquête lors des championnats d'Europe de football ou de la Coupe du monde de rugby par exemple, mais les efforts diminuent ensuite au bénéfice des contrôles de la conformité et de la dangerosité des produits. D'ailleurs, à l'approche des JO, je tiens personnellement, mais je pense que Christophe est d'accord avec moi, à dire mon inquiétude à l'approche des JO, parce que dans les auditions qu'on a menées, notamment des services de préfecture de police, douaniers, de ministères, etc., à chaque fois, on a eu beau insister sur la question est-ce que les contrôles ont commencé? Est-ce que le démantèlement de la contrefaçon a commencé? On a des places mondiales de contrefaçon à quelques centaines de mètres de villages olympiques. À chaque fois, la réponse a été de dire mais on y travaille, ça se prépare. Sauf que les JO, c'est dans moins d'un an.
La lutte contre la contrefaçon sur ces places mondiales de contrefaçon, ça ne se prépare pas 8 mois à l'avance. Ça s'exécute 8 mois à l'avance. Pendant des années, on n'arrive pas à envoyer des policiers dans ces quartiers. Il ne faut pas croire qu'en quelques semaines, on va réussir à envoyer des douaniers et à tout démanteler. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'a aucune réaction vive de l'État. Et je trouve ça très inquiétant pour les JO à venir. En espérant qu'on se trompe, mais je trouve ça très inquiétant pour les JO à venir. Je vais nuancer. Tu peux. Sur le fond. Non, mais on a fait un super rapport tous les deux. On a très bien bossé, je vous assure, pendant 6 mois. Mais on a des nuances. C'est qu'effectivement, est-ce qu'il y a une prise en compte des services de l'État ? On le croit, sincèrement, ils nous l'ont dit. Est-ce qu'il y a cette efficacité aujourd'hui ? Non, mais est-ce qu'il y a des avancées quand même depuis les auditions qu'on peut faire ? Il y en a eu quelques-unes, parce qu'il y a eu des interventions qui ont été faites, notamment à Saint-Ouen et autres. Est-ce que c'est suffisant ? Pas du tout. Donc voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir. Pour l'instant, on est sur le début peut-être d'une amélioration, mais nous, on attend véritablement de voir une efficacité réelle, parce que les JO, c'est pas dans moins d'un an, c'est juste dans 10 mois. Ouais. C'est 10 mois. Et que si on fait ça dans 9 mois, ce sera trop tard. Voilà. Et là, on se rejoint totalement. Et donc là-dessus, on se rejoint. Mais effectivement, je trouve ça beaucoup plus inquiétant que toi, parce que, en fait, si tu veux, étant dans l'opposition, on boit moins les promesses et on regarde plus les actes. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a aucun acte et beaucoup de belles paroles qui laissent croire qu'ils ont pris la mesure de la chose. Mais tant qu'il n'y a pas d'action, je considère que la mesure de la chose n'est pas prise. On s'est bien entendu, ne vous inquiétez pas. Mais on s'entend très bien. Non, mais on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Et ce que je ferais, et d'ailleurs, Christophe, j'invite Christophe à venir avec moi le jour où je le ferai, s'il le veut. Mais ce que je ferais, c'est certainement aux alentours du mois de mai ou juin, à l'approche des JO. J'irai constater si ce que je viens de dire est faux, et je donnerai raison à Christophe et je l'en féliciterai, et je dirai ok, pas de problème. Et je l'inviterai à venir éventuellement me dire ok, t'avais raison, mais j'irai à Châteaurouge, dans le quartier de Châteaurouge, qui est le quartier le plus concerné, à quelques semaines des JO, pour voir si vraiment Châteaurouge est devenu propre. On ira ensemble. On ira. Mais Châteaurouge, je doute. Mais aux alentours du site. Eh oui, mais. Et on avance, on va être en retard. Voilà. Désolé. Le rapport de 2020. Le rapport de 2020 avait proposé une procédure administrative d'avertissement et de blocage proche de celle de l'injonction numérique qui existe depuis 2020 pour les infractions graves à la protection des consommateurs. Le rapport proposait aussi d'instituer des agents assermentés pour le droit des marques autorisées à constater l'infraction sur Internet et exiger qu'il y soit mis fin, un système inspiré de la défense des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. L'on verra si le nouveau système basé sur les signaleurs de confiance se révèle efficace. On en parlait tout à l'heure. Peut-être devrait-il être élargi. Du côté de l'action des services de police, la lutte contre la contrefaçon s'exerce dans le cadre de la sécurité publique par la poursuite de la vente à la sauvette. La loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a élargi le champ de l'amende forfaitaire délictuelle AFD qui s'applique dorénavant à la vente à la sauvette. Cette amende forfaitaire s'élève à 300 €, peut être minorée à 250 € ou majorée à 600 €. Cette procédure a des avantages, gain de temps pour les services et les victimes de l'infraction, simplicité de rédaction et d'utilisation du terminal mobile, destruction du matériel et certitude que l'auteur des faits sera sanctionné via l'amende. Elle a aussi des limites, impossibilité de verbaliser les personnes étrangères, ne disposant pas d'une domicilialisation valide, de sanctionner les mineurs, difficulté d'établir l'identité formelle du vendeur, difficulté de compréhension du mis en cause s'il ne maîtrise pas le français. Et l'acheteur du contrefaçon, quant à lui, n'est pas sanctionné. Seuls les acheteurs de cigarettes vendues à la sauvette sont passibles d'une amende depuis 2019 en vertu d'une disposition réglementaire du code pénal. Eh bien, la cigarette... Le marché de la cigarette en France, c'est 3,5 milliards d'euros. Vous pouvez être verbalisé en AFD. Le marché de la contrefaçon, qui représente 10 milliards, 3 fois plus, eh ben non, on ne peut pas avoir d'AFD. Là, nous, ça fait partie des propositions parce que c'est d'une incohérence totale. Ce qui pèse 3 fois plus sur l'économie, sur la santé, sur la sécurité, est 3 fois moins sanctionné, donc du coup, que la cigarette. Tout est dit. La lutte contre la contrefaçon au plan judiciaire représente très peu d'affaires. Les parquets sont saisis d'environ 2000 procédures qui concernent aussi bien la petite contrefaçon que les importants trafics de tabac ou produits contrefaits, soit une très faible volumétrie. Vous vous rappelez des chiffres qu'on a vus en début de présentation, 2000 procédures, c'est dérisoire et ridicule. Les magistrats considèrent que c'est surtout aux douanes d'investir ce champ répressif. Mais nous avons souligné le manque de moyens d'enquête côté douane, notamment pour les enquêtes plus spécialisées ou du domaine cyber. Les GONAF
groupes opérationnels nationaux antifraude, traite du trafic de tabac et travaille à la lutte contre la contrefaçon à l'occasion des grands événements, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques, paralympiques. Je ne refais pas le débat. Par ailleurs, en ce qui concerne les sanctions possibles, nous regrettons que la saisie de patrimoine n'intervienne généralement pas pour les activités de vente de contrefaçon. Les juges prévoyant la saisie de patrimoine ne sont ordonnés que pour les jugements prévoyant la saisie de patrimoine ne sont ordonnés que pour les délits avec circonstances aggravantes en bande organisée et donc pour les trafics de contrebande de grande ampleur. Ça, c'est quelque chose, on y reviendra dans les propositions que l'on fait, qu'on déplore. Un contrefacteur, une personne qui a monté près de Rouen une entreprise de contrefaçon de tabac et qui se met plusieurs millions dans la poche par semaine, doit à l'issue se faire saisir tous les biens qu'il ou elle a gagné grâce à la contrefaçon. Les voitures de luxe, la maison, l'appartement, les montres, etc. Il n'y a aucune raison de leur laisser le gain de leur délit ou de leur crime. Le rapport de 2020 demandait que soient évaluées les décisions rendues par les tribunaux en matière de contrefaçon sous l'angle des dommages et intérêts et des condamnations aux dépens prononcées, car les titulaires de droit se plaignent de leur faiblesse, le laxisme judiciaire. Les titulaires de droit déplorent même que la condamnation aux dépens ne couvre pas les frais de justice engagés. Ça coûte extrêmement cher pour les entreprises, les actions en justice contre la contrefaçon, ils ne s'y retrouvent pas. La direction des affaires civiles et du Sceau a lancé une enquête auprès du tribunal judiciaire de Paris pour analyser les dommages et intérêts alloués aux victimes de la contrefaçon. Les résultats devraient être communiqués en automne 2023 et nous regrettons de ne pas en avoir eu connaissance avant l'achèvement de nos travaux, bien évidemment. Il faut souligner à cet égard que les pays de Common Law ont un système différent qui admet des condamnations à des dommages d'intérêt importants, beaucoup plus dissuasifs. Nous dirons un mot enfin sur la lutte contre les sites miroirs qui multiplient les offres de contrefaçon. Le droit français s'est enrichi d'une disposition en 2021 qui permet d'obtenir le retrait de communications qui reprennent en totalité ou substantiellement un contenu retiré par décision judiciaire. L'ARCOM est saisi d'une demande et exige le retrait de ces communications. Cette disposition concerne la protection du droit d'auteur. Nous regrettons que les droits de propriété industrielle et des marques soient souvent moins bien protégés que le droit d'auteur. Il nous semble que les titulaires de droit doivent renforcer leur cohésion et leur action pour obtenir une réponse plus efficace des pouvoirs publics. En filigrane, ce qui vient d'être dit, c'est que concrètement, en matière de contrefaçon, il y a un fort laxisme judiciaire et que nous souhaitons y mettre fin. En 2020, avec mon collègue Pierre-Yves Bournazel, que je tiens aussi à saluer aujourd'hui, nous avions souhaité que la protection des droits de propriété intellectuelle figure dans tous les accords commerciaux bilatéraux signés par l'Union européenne. L'Union européenne conclut ainsi des accords bilatéraux spécifiques pour protéger les indications géographiques des pays européens sur les marchés de pays tiers. Certains exemples paraissent très porteurs. Ainsi, la signature de la convention de coopération entre les comités de lutte anti-contrefaçon français et ivoiriens est un exemple à reproduire. Cette coopération a conduit à la création d'une antenne de l'UNIFAB à Abidjan pour répondre à la demande des entreprises et renforcer les actions de sensibilisation et de dialogue avec les autorités locales. Mais la mise en œuvre de cette coopération repose sur des moyens humains difficiles à engager. Je me suis rendu à Abidjan il y a de cela 1 mois pour la mise en place de cette structure UNIFAB. Et j'ai senti véritablement une volonté politique de l'État d'engager une vraie lutte contre la contrefaçon parce que eux, en Côte d'Ivoire, sont submergés par la contrefaçon de médicaments qui nuisent terriblement à la santé publique des Ivoiriens. Il y a une volonté et à travers ces partenariats, à travers ces échanges, on doit imaginer comment est-ce que la France, à travers l'AFD, valorise mieux les États qui s'engagent réellement et peut financer quelques projets. Je vous donne un exemple, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ils arrivent à appréhender des médicaments en stock par centaines de milliers. Ils doivent les stocker, mais ils n'ont pas encore suffisamment de structures pour les détruire, pour les brûler. Donc, ils doivent laisser ces marchandises. Et quand on laisse des marchandises trop longtemps, à un moment, il peut y avoir la tentative de les enlever du cercle de fermeture et peut-être de retrouver ces produits sur le marché légal. Voilà, typiquement, si on repensait un petit peu à ces accords bilatéraux, que la France accompagne, nous, on va vous financer éventuellement des outils pour détruire ces produits, parce que vous ne les avez pas. Voilà, ce à quoi on peut faire à travers nos accords bilatéraux aussi. Au-delà des initiatives ponctuelles, nous souhaitons que les efforts accomplis par certains pays pour lutter contre la contrefaçon soient pris en compte positivement, par exemple au titre de l'aide au développement, et réitérons notre souhait de voir figurer la protection des droits de propriété intellectuelle dans tous les accords bilatéraux signés par l'Union européenne. Et la France. Et la France.
On arrive à la fin, à la conclusion. On doit faire, comme se doit cet exercice, c'est un rapport de suivi, Madame la Présidente. Vous trouverez en fin de rapport la liste des propositions formulées en 2020 avec mon collègue Pierre-Yves Bournazel, assortie d'une impression de leur mise en œuvre. Alors, si normalement, quand on fait à l'époque, on avait fait 18 propositions, parce qu'on a dit 18, c'est le numéro des pompiers. Donc au feu, il faut faire quelque chose. Bon, ben voilà, on est à 2 réalisés. 15. Non, 15, c'est celle qui arrive là. Là, c'est la nouvelle. On en a fait 15 cette année, c'est le numéro du SAMU. Voilà, pour dire urgence. Et on espère pas devoir en refaire le numéro police dans 3 ans. Quoi. Bref, très sérieusement, 18 propositions en 2020, 2 réalisées et pas par voie gouvernementale, par des amendements déposés par vos rapporteurs. Voilà la réalité. Moi, je fais juste un constat. Quand on avait présenté notre rapport, on a envoyé à tous les ministères concernés, budget x2, santé, sport, culture, intérieur, affaires étrangères, agriculture, citoyenneté, développement durable, éducation nationale, commerce et tourisme. Tous les ministres en charge à cette époque-là ont salué la vertu de notre rapport, ont salué la qualité des propositions. Et je dois dire qu'à aujourd'hui, aucune des mesures n'a été appliquée concrètement par quelque ministère que ce soit. C'est juste un constat, c'est pas un reproche, c'est juste un constat. Quand même. Moi, c'est juste un constat. Je fais le constat. Donc, on nous dit qu'on travaille très bien, qu'on est magnifique, que nos rapports sont formidables. Mais au final, rien n'a été pris dans nos rapports, alors que manifestement, on a des écrits comme quoi on fait un travail formidable. On aimerait que ce soit suivi des faits, parce que véritablement, beaucoup de choses de bon sens que l'on a émis et qu'on va émettre dans les 15 propositions avec Kevin, c'est juste pour comment est-ce que véritablement on sent la contrefaçon, non pas simplement que les gens nous disent, que les ministères nous disent « oui, vous avez raison », non. Mais pourquoi est-ce qu'on a raison? Et qu'ils nous expliquent pourquoi on a raison et qu'ils en prennent conscience, et c'est ce qu'on vient de vous expliquer pendant pratiquement une demi-heure à présent. On passe aux propositions. C'est moi qui commence. Je te laisse commencer. Alors, pour conclure, nos auditions et nos visites ont montré que beaucoup reste à faire, et si vous ne l'avez pas senti, on va vous le redire. C'est pourquoi nous avons souhaité formuler 15 nouvelles propositions que vous trouverez en conclusion du rapport. La première, créer une réserve citoyenne de l'administration des douanes pour assurer des missions de solidarité, de médiation sociale, de soutien à l'activité économique, d'éducation à la loi et de prévention, notamment à l'attention des jeunes, ainsi que sur Internet, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. C'est un amendement que j'avais porté dans la loi douane, malheureusement qui n'a pas été voté. Je le regrette. Nous le proposons, nous sommes raccords là-dessus avec Kevin. Nous sommes raccords sur les 15 propositions, qu'il n'y ait pas de litige, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Nous pensons que c'est pourquoi empêcher des citoyens réservistes de pouvoir s'investir bénévolement, c'est ça la réserve citoyenne, pour expliquer aux plus jeunes notamment et aux consommateurs ou autres ce que c'est que la contrefaçon et les nuisances. Il y a un sujet, pourquoi s'empêcher ce pouvoir-là? La deuxième proposition, afin de faciliter l'action de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, associer toute contrefaçon à un produit non conforme. Au plan européen, promouvoir une disposition ajoutant la garantie de non-contrefaçon à la conformité, au sens du règlement du 10 mai 23 relatif à la sécurité générale des produits, afin d'accroître les obligations des plateformes de vente sur Internet en termes de conformité et de sécurité des produits, et de protéger ainsi les consommateurs contre les contrefaçons. Ouvrir largement l'accès au rôle du signaleur de confiance prévu par le règlement pour les services numériques, afin que ceux-ci soient assez nombreux pour conférer une bonne efficacité au règlement pour lutter contre la vente de contrefaçon. Admettre à ce titre non seulement les fédérations industrielles et artisanales et les associations représentant les titulaires de droit, mais aussi les entreprises titulaires de droit. Permettre aux membres de la réserve citoyenne des douanes de remplir ce rôle également. Proposition numéro 4, faciliter l'action des titulaires de droits de propriété intellectuelle en simplifiant et en harmonisant pour toutes les plateformes de vente sur Internet les procédures de notification et de retrait de contenu illicite, notice and takedown. Notice and takedown. Voilà. Très bel accent. Ouais, j'essaye. Promouvoir une procédure d'alerte au niveau européen afin d'adopter une réponse harmonisée lorsqu'une autorité nationale compétente pour l'application du règlement pour les services numériques constate qu'une plateforme vend des contrefaçons sur le modèle de la procédure d'alerte pour le rappel de produits dangereux.
Numéro 6, pour mieux évaluer le tabac contrefait et sa dangerosité, analyser systématiquement le tabac saisi afin de distinguer le tabac de contrebande et de la contrefaçon. Ça paraît essentiel, c'est quelque chose qui ne se fait pas, d'ailleurs je ne comprends même pas que ça ne se fasse pas. Mais à chaque saisie de tabac contrefait, faire une analyse du tabac, des contenus, de ce qui est à l'intérieur, pour bien faire le distinguo avec le tabac de contrebande. Et ainsi pouvoir communiquer et informer le consommateur d'une manière la plus importante. La numéro 7. Pour savoir d'où vient le tabac et à quel usage, il est destiné à instaurer une traçabilité du tabac transformé, importé en France ou en transit, au moyen d'un numéro d'identification, identification unique, imprimé ou apposé de façon inamovible ou indélébile sur une étiquette. Toute introduction de tabac transformé sur le territoire devant faire l'objet d'une déclaration en douane. Car aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que c'est un produit agricole. Et pour faire du tabac contrefait en France, il faut bien utiliser du tabac. Cette matière, comme c'est un produit agricole, elle arrive comme on veut, il n'y a pas de contrôle. Si on veut éradiquer la fabrication de tabac contrefait en France, à minimum qu'on contrôle la matière. Donc on demande un suivi là-dessus. Numéro 8, procéder à une harmonisation des prérogatives des unités et services de la police judiciaire avec celle de l'administration des douanes en les autorisant à effectuer des coûts d'achat sur les marchandises contrefaisantes, les médicaments falsifiés ainsi que les produits de tabac manufacturés. Il ne s'agit pas de leur donner tous les pouvoirs, mais il s'agit de faire en sorte que police, gendarmerie, qui sont quand même au plus proche du terrain, font les contrôles les plus récurrents et ont plus facilement accès que la douane qui a quand même des périmètres restreints, de pouvoir avoir les mêmes prérogatives que la douane et de pouvoir faire tomber la contrefaction. La numéro 9, compte tenu de l'impact des trafics de contrefaçon sur l'économie et la sécurité publique, l'élargir au trafic de contrefaçon, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français instaurée pour tout étranger se livrant au trafic de tabac manufacturé et stupéfiant, introduite par la loi du 18 juillet 2023 et visant à donner aux douanes les moyens de faire face aux nouvelles menaces. On est complètement raccord là-dessus. Est-ce que la contrefaçon que l'on peut voir dans la rue, notamment à Paris, c'est le traitement humain, inhumain aussi, de la misère? Oui, souvent de personnes étrangères. Et au-dessus de cela, quand même, il y a des réseaux mafieux. On parle de 10 milliards d'euros en France, hein. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est du trafic. Et ces condamnations ne permettent pas à ceux qui trafiquent à cette hauteur-là, quand même, de pouvoir être expulsés, alors qu'on le permet pour le tabac contrefait et pour la drogue. Et donc, la drogue, c'est 3 milliards d'euros le chiffre en France. La contrefaçon de tabac, le marché du tabac traditionnel, le marché du tabac illicite, c'est 3,5 milliards d'euros. La contrefaçon, c'est 3 fois plus, puisqu'on est à 10 milliards d'euros. Les deux sujets précédents ont permis l'expulsion d'étrangers après leur condamnation. La contrefaçon, non. On pense qu'il faut le faire. J'avais déposé un amendement dans la loi en ce sens douane. Il n'a pas été voté, je le regrette. Il manquait quelques voix. C'était juste un amendement de bon sens. C'est pas nos voix qui manquaient parce que j'avais déposé le même. Numéro 10. Arrête. On fait pas le match. Étudier... Ah bah j'ai pas dit que c'était tes voix qui manquaient. Ouais. Étudier la possibilité de recourir à la saisie du patrimoine acquis par l'activité de vente de contrefaçon. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il apparaît essentiel qu'un contrefacteur se fasse saisir le patrimoine qu'il a acquis de façon illégale par cette activité qui met en péril notre économie et la santé des Français. Prévoir l'inscription à l'ordre du jour du Sénat de l'examen de la excellente proposition de loi écrite par votre orateur préféré devant vous maintenant, et mon collègue surtout Pierre-Yves Bournazel, que je retiens à resaluer, avec qui on a fait un travail formidable, visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon. Le gouvernement a des semaines aussi ouvertes, elle peut très bien, s'il y a vraiment une volonté réelle, dire on va inscrire ce texte sur une semaine du Sénat. Numéro 12, organiser une campagne nationale de communication portée conjointement par les pouvoirs publics et les acteurs privés, marquant les esprits afin de sensibiliser le plus grand nombre aux méfaits et aux multiples conséquences négatives de la contrefaçon. Pareil, on l'a évoqué tout à l'heure, l'objet c'est largement de communiquer, comme on le fait pour la sécurité routière, de faire une vraie campagne de communication qui marque les esprits avec des images chocs sur la réalité. Il ne s'agit pas d'extrapoler, il s'agit juste de montrer la réalité choquante de la contrefaçon. Pour ça, les canaux institutionnels peuvent être utilisés, les canaux télévisuels, les médias, mais aussi, et on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je disais qu'on y reviendrait, les influenceurs, puisque la représentante des influenceurs qui était là en audition avait l'air plutôt ouverte à participer à cette campagne de communication. Et si vous avez 5 ou 10 influenceurs très connus, très réputés, très suivis et très influents auprès notamment de la jeunesse,
qui participent à ces clips, qui les diffusent, qui participent à l'alerte, voire qui se mettent en scène eux-mêmes avec une contrefaçon qui leur brûlerait la peau ou je ne sais quoi, je pense que ça peut être marquant et que ça peut avoir son effet. Donc c'est la proposition numéro 12. Si tu me permets aussi sur cette proposition par rapport aux émissions, on a auditionné toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. Même si très clairement on dit que lorsqu'on a fait les tests devant eux pour pouvoir supprimer des signalements de contrefaçon et que ça n'a pas fonctionné véritablement bien, on sent véritablement une volonté de leur part de bien faire. Mais ils ne sont pas encore au niveau. C'est ça le sujet. Mais on sent vraiment une volonté de tous les acteurs de dire on veut prendre ça en compte, on veut être efficace aussi avec vous. Et ils nous ont expliqué aussi, je pense à Amazon, particulièrement qui nous l'a dit très clairement, ils nous ont dit, voilà, nous le sujet c'est que comme vous avez 4 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon sans le savoir. Dans ceux qui achètent la contrefaçon. Dans ceux qui achètent la contrefaçon. S'ils se font arnaquer sur notre site, ils nous en veulent. Donc, ils ne nous font plus confiance. Et s'ils ne nous font plus confiance, ils vont aller voir ailleurs, où ils seront plus sécurisés. Et donc, ils ont compris, pour beaucoup, la nécessité de lutter aussi contre la contrefaçon, en plus des raisons que l'on a données sur la santé publique, l'économie, le développement durable, etc. Donc, on sent une vraie volonté, mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore au niveau. Tant on a fait encore quelques tests hier, c'est encore compliqué de faire le signalement et de bloquer. On pourra faire des tests, si vous voulez, après. C'est assez surprenant. On est à la 13 ? C'est ça. Afin de sensibiliser les consommateurs, présenter aux voyageurs porteurs de contrefaçon, surtout en aéroport, un film sur les conséquences néfastes de la contrefaçon, en particulier sur les conditions de production, l'environnement, la santé, la dangerosité des produits. On s'est inspiré un petit peu à l'époque de la sécurité routière, où on était quand même à plus de 10 000 morts il y a une vingtaine d'années par an sur les routes. Et à ce moment-là, on est parti quand même sur des campagnes de crash. Et à côté de cela aussi, les gendarmes et les policiers ne verbalisaient pas systématiquement, mais on proposait soit la verbalisation, soit le fait que le conducteur passe 5-10 minutes sous une tente à regarder un film et à faire une pédagogie. Et on pense que sur des lieux où possiblement on va retrouver des personnes qui pourraient détenir de la contrefaçon, et peut-être même sans le savoir, une sensibilisation, lorsqu'on est à attendre son avion pendant 2 heures, on a bien 5-10 minutes à consacrer si on est pris avec une contrefaçon. On pense que ça peut faire partie des axes simplement de pédagogie. Et plus on fait de la pédagogie, plus on est efficace. Et c'est pourquoi la proposition 14 propose d'intégrer la sensibilisation aux enjeux de la propriété intellectuelle dans les cours d'enseignement moral et civil dispensés au collège, donc collège début lycée comme je disais tout à l'heure. L'objectif étant que nos jeunes, au moment où ils se façonnent d'une façon à ne pas consommer de contrefaçon. Et enfin, la 16e proposition, la 15e, pour mieux lutter parce que j'en pense à une 16e, contre l'importation de produits contrefaits, faire figurer de manière systématique la protection des droits de la propriété intellectuelle dans tous les accords bilatéraux signés par la France et l'Union européenne, créer des partenariats et prendre en compte au titre de l'aide au développement les efforts de pays en faveur de la lutte contre la contrefaçon. Et juste là-dessus, effectivement, la nécessité d'intégrer dans les accords bilatéraux de l'Union européenne le respect de la propriété intellectuelle était déjà une proposition passée. L'évolution, c'est que là, on demande aussi à ce que ce soit le cas dans les accords bilatéraux signés par la France seule, parce que les 2 échelons sont importants. Il n'y a pas de raison que l'Union européenne le réclame et pas nous, ou inversement. Plus on le réclamera, mieux ça fonctionnera. Et c'est une façon de ne plus être les dindons de la farce et enfin de taper du poing sur la table pour protéger nos intérêts. Et avant de vous laisser la parole, Madame la Présidente, nous, on tient vraiment à remercier moi d'abord mon collègue Kevin Mauvieux. Pendant 6 mois, on a fait un travail, je pense, en sortant de nos doctrine politique, tout simplement. On a fait un travail dans le sens de l'intérêt général, ce qui est quand même le propre des élus, et notamment nationaux, de travailler à l'intérêt général. Donc vraiment merci Kevin pour ce travail, parce qu'on a vraiment été au bout des choses. Remercier tous les personnels du CEC, véritablement, qui font un boulot remarquable, incroyable, exceptionnel. Je ne sais plus quel superlatif on pourrait utiliser, tellement on est ravis de travailler à vos côtés. Remercier nos collaborateurs et remercier toutes les personnes qu'on a pu auditionner, parce qu'on a senti vraiment une volonté de comprendre, de s'intéresser et d'améliorer les choses. Et on a essayé de rendre un rapport juste, équilibré, pas stigmatisant, pas non plus de chercher des culpabilités, juste en cherchant des propositions pragmatiques. Et on est arrivé avec un problème, mais si on arrive juste avec un problème, c'est qu'on fait partie du problème.
On est arrivé avec un problème, mais on est arrivé avec des solutions à ce problème. Donc voilà ce que je pouvais dire en guise de conclusion. Et je voulais aussi remercier Christophe, effectivement, pour le travail, parce qu'effectivement, on a très bien travaillé pendant ces 6 mois, dans une bonne entente. On s'est retrouvés quasiment à chaque fois d'accord sur tout. Quand ça n'a pas été le cas, on a su faire un peu le compromis et faire la part des choses. Et donc, effectivement, c'est un rapport et des propositions de bon sens qui devraient normalement... Enfin, qui devraient aboutir tellement elles sont pragmatiques. Je voulais remercier aussi le personnel du comité qui abattent un travail phénoménal et qui le font en plus, en tout cas c'est l'impression, avec grand plaisir et avec passion. Et remercier toutes les personnes qui ont participé aux auditions, qui ont joué le jeu. Même quand parfois on a été un peu tatillon ou un peu taquin, ou bon, voilà, on a quand même eu nos réponses, les personnes ont participé et c'est très bien. Donc merci à elles, merci aux collaborateurs et encore une fois un hommage et un grand merci à tous nos douaniers et nos forces de sécurité qui, dans le prolongement de tout ça, eux sont sur le terrain, le vivent et l'appliquent. Merci, messieurs les rapporteurs. Merci pour les travaux que vous avez conduits. Merci pour cette présentation, ce duo de présentation de qualité, tant sur le fond que sur la forme, que vous avez utilement complété d'une démonstration qui illustre parfaitement les enjeux de ces questions de contrefaçon, enjeux que nous avons clairement compris tant d'un point de vue santé, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue potentiel sur notre économie. Donc, rapport très intéressant. Et puisque vous avez évoqué la qualité de votre duo, je voudrais juste ici insister sur le fait que le CEC est toujours attaché dans ses évaluations à les faire par des binômes de groupes politiques différents. Et je pense que c'est important parce que faire une évaluation transpartisane garantit l'objectivité des évaluations. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à ces binômes. C'est important. Nous pouvons ensuite partir sur des choses qui sont solides. Je vais maintenant proposer aux députés qui sont dans la salle de prendre la parole s'ils le souhaitent. Y a-t-il des demandes de parole? Très bien. Monsieur Carolier, je vous donne la parole. Merci. Donc effectivement, très passionnant. Moi, je ne connaissais pas du tout. On en entend parler, mais quand on voit tous ces chiffres, c'est inquiétant. Et moi, j'ai une fille qui va beaucoup sur la vente en ligne. Et donc, c'est vrai qu'en tant que parent, ça fait un peu peur. Vous avez parlé beaucoup du tabac, de la problématique de la sensibilisation de la jeunesse par rapport à la vente en ligne. Moi, il y a quelque chose que vous avez dit au début qui m'a beaucoup interpellé et qui va toucher une population plus âgée, parfois âgée. C'est les problèmes de pièces auto falsifiées. Vous avez montré des plaquettes de frein. Donc là, c'est quand même très, très inquiétant, puisque bon, ça touche à la sécurité routière. Est-ce que là-dessus, et après vous en avez quand même assez peu parlé, est-ce que là-dessus, deux choses, est-ce que vous avez mesuré donc, le pourcentage de garagistes, peut-être à leurs dépens, qui commercialisent donc, des plaquettes de frein, de fausses plaquettes de frein, et comment vous comptez sensibiliser notamment les anciens, qui à mon avis sont complètement déphasés par rapport à cette problématique. Moi je vois ma génération déjà, on nous en parle très peu quand même, on est peu sensibilisés, alors j'imagine les anciens, et le problème donc les garagistes, avec le coût de ce que revient un contrôle ou les réparations de voitures aujourd'hui, peut-être que c'est plus répandu qu'on ne le croit. Est-ce que vous l'avez mesuré, donc l'étendue de cette problématique, et comment sensibiliser, donc non pas du coup la jeunesse là, mais les anciens, comment les toucher quoi, et les sensibiliser par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on a pu rentrer dans le détail? Non, parce qu'on n'a pas pu faire les remontées précises. Quand on auditionne les représentants
la métallurgie notamment et tous ces syndicats, ils nous disent que c'est un véritable fléau. On vous a présenté une pièce automobile, mais on aurait pu vous présenter une batterie aussi, on aurait pu vous présenter des plaquettes de frein, mais on aurait pu vous présenter un disjoncteur électrique. On a pris les plaquettes de frein volontairement parce que c'est le plus parlant. Voilà. La plaquette de frein défectueuse, tu vas à l'accident. On aurait pu te prendre un roulement à billes, etc., Exactement. qui te ferait tomber en panne. Mais la panne est moins marquante que l'accident. Le roulement à billes, il y a une grosse saisie il y a un an de roulement à billes en France. De petits calibres qu'on retrouve dans les roues, au gros calibre à 2 mètres de diamètre qu'on va retrouver dans les éoliennes. Alors, vous allez me dire, bon, bah, si l'éolienne, le roulement à billes avec grosse défection, hein, pas même degré de résistance. Je reviens sur l'éolienne parce que je trouve qu'il est intéressant aussi. L'éolienne, bon, il n'y a pas de question de sécurité routière, mais l'éolienne, le roulement à billes, il vaut 7 000, 8 000 euros. S'il tombe en panne parce qu'il a été défectueux, et l'entreprise peut se faire arnaquer, il faut juste mettre 200 000 euros pour créer la nacelle pour faire démonter l'éolienne. Voilà le coût induit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour répondre à votre question, sur les pièces auto, c'est un véritable fléau. Vous avez évoqué, c'est les garagistes. Souvent, ce n'est pas quand même les consommateurs qui achètent en direct pour refaire. Oui. C'est un marché qui existe, évidemment, mais ce n'est pas celui-là qui est majoritaire en France dans l'Hexagone. Et ceux qui le font sont quand même spécialistes souvent. Quand on achète des pièces mécaniques pour aller réparer, on est encore plus vigilant. C'est plutôt sur la question des garagistes qui, et attention, hein, qui peuvent aussi se faire arnaquer. Complètement. Il y a des garagistes qui nous ont dit, bah, nous, on s'est fait avoir. Et comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Alors, d'où le fait qu'une grosse campagne de communication qui est menée avec les chambres de métiers et d'artisanat, je suis intervenu sur 2 ou 3 d'entre elles dans des AG, pour expliquer les process, comment vérifier, comment contrôler, comment permettre. C'est les outils aussi que l'on demande dans notre rapport, de mettre en place, avec l'IA notamment, des process facilitants pour s'y reconnaître. Mais il y a aussi des personnes qui sont peu vertueuses. Et là, est-ce que le monde est imparfait ? Oui, chers collègues. Est-ce qu'on pourra réparer l'imperfection de chacun ? Non. Mais il y a une mise en danger véritable de personnes. Et il y a une question de confiance à retrouver. Voilà, je ne peux pas répondre précisément à votre question. Voilà le contour. Il n'y a pas la solution miracle. Il y a juste la pédagogie globale pour informer, sensibiliser et faire que tout le monde ait un autre regard en disant « Est-ce que vous pouvez me confirmer que la pièce est véritablement vraie ? Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce soit authentique, que ce que vous m'avez installé ?» Il ne faut pas oublier qu'à un moment, il y aura un effet pervers, hein, ce sont les assureurs. Parce qu'en cas les assureurs commencent à regarder cela. En cas d'accident dramatique, l'assurance, ils vont aller chercher s'il n'y a pas une pièce défectueuse. Et si cette pièce défectueuse était contrefaite, alors il y aura un précédent à un moment, ou une jurisprudence, il y en a quelques-unes. Qui est responsable ? Est-ce que l'assureur ne rembourse pas l'assuré parce qu'il était avec une pièce défectueuse, mais s'il ne le savait pas que c'est le garagiste qui l'a mis ? Là, on va avoir, je pense, quelques travails législatifs à faire dans le temps. Et pour compléter ce que dit Christophe, donc effectivement, alors, je pose la question de la prévention auprès des personnes âgées, comment... Le problème, c'est que, comme l'a dit Christophe, en fait, le client, il n'achète pas. Il n'est pas possible de dire aux personnes âgées, attention, que la plaquette de frein soit bien, pas de la contrefaçon, etc. Parce qu'en réalité, la personne âgée, elle vient, elle pose sa voiture, elle signe un devis, elle reprend. Donc, elle n'a pas la main sur la pièce qui va être achetée. Là où l'action peut être faite, c'est plus sur le contrôle déjà de la DGCCRF qui fait des contrôles d'entreprise, etc. Donc s'il y a une remontée un jour d'une défaillance, la DGCCRF va aller contrôler et fera peut-être tomber le garage qui ne joue pas le jeu et qui achète volontairement de la pièce défectueuse. Et puis après, c'est la surveillance des douanes sur les importations. Parce que beaucoup de contrefaçons vient de l'étranger, est fabriqué à l'étranger, puis ensuite est ramené ici et acheté pas cher. Donc c'est le travail des douanes, c'est pour ça aussi qu'on propose de les renforcer, de leur donner plus de moyens toujours. C'est que c'est le travail des douanes qui va permettre d'intercepter la plaquette de frein avant qu'elle arrive chez le garagiste un peu mauvais, qu'il l'a commandé volontairement ou pas. Et pour ça, donc il y a les moyens donnés aux douanes, puis après il y a des ajustements au niveau européen. Par exemple, avec des contrôles qui vont être faits davantage sur les personnes, sur les vendeurs inconnus que sur les vendeurs connus, par exemple. Une grande entreprise, je n'ai pas de nom en tête, mais une grande entreprise qui fabrique des pièces auto sera moins contrôlée par les douanes qu'une pièce auto qui circule dans un colis de façon un peu isolée et venant d'une personne qu'on ne connaît pas. Donc ils vont contrôler, vérifier.
Si c'est pas bon, c'est pas bon, et ça n'arrivera pas jusqu'à la personne âgée éventuellement. Mais la personne âgée, le client en tant que tel, dans le cadre des pièces automobiles, le client en tant que tel, il ne peut absolument rien faire. À part tomber en panne ou avoir un accident parce qu'on lui a mis à l'envers, hein, pour parler crûment, il ne peut absolument rien faire. Donc là, c'est plus une prévention dans les chambres des métiers de l'artisanat, etc., auprès des professionnels pour leur dire attention où vous achetez, comment vous achetez, etc. Et puis après, il restera toujours la faille de l'arnaqueur sans scrupule qui va volontairement acheter de la contrefaçon et sur qui on tombera grâce à un contrôle de douane ou de DGCCRF, en espérant qu'il n'y ait pas eu d'accident entre-temps. Merci. Monsieur Peu, vous avez la parole. Oui, merci au rapporteur pour votre rapport, pour l'exposé. Moi, je voudrais... longtemps, la contrefaçon, elle avait un lieu identifié qui était le Sentier. Maintenant, c'est pas loin de ma circonscription, dans le quartier chinois de la Porte d'Aubervilliers, où je vois tous les lundis matins des milliers de camionnettes venir se fournir en différents produits contrefaits, aux yeux et au su de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez, dans votre enquête, visité le quartier de la Porte d'Aubervilliers, mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez raté le grand spot de la contrefaçon en France. Dans le précédent, oui. D'accord. Mais enfin bon, cela étant, c'est toujours choquant de voir ça au vu et au su de tout le monde, sans qu'il y ait... Bon, il y a quelques descentes de temps en temps, mais enfin, c'est quand même assez rare. Non, moi, je voulais surtout intervenir sur la question du tabac, parce que j'ai bien noté dans votre exposé que les saisies avaient été multipliées par 2 en 2 ans, 3 ans. Mais j'ai l'impression que la vente, elle a été multipliée par 10 dans le même intervalle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une station de tramway, enfin je parle de ce que je connais le mieux, hein, c'est-à-dire Paris, la Seine-Saint-Denis, mais il n'y a plus une station de tramway, il n'y a plus une gare, il n'y a plus une sortie de métro, sans que les ventes de tabac contrefait se fassent là aussi au vu et au su de tout le monde dans la rue. C'est un véritable fléau, et j'ai vu dans vos propositions, alors il y en a une qui m'intéressait particulièrement, c'était la traçabilité, mais je n'ai pas bien compris, parce que pour l'essentiel de ce que j'en connais, c'est que le tabac contrefait arrive manufacturé. Il arrive, si j'en crois ce que me dit le parquet, que j'interroge régulièrement sur le sujet, ou les services des douanes ou de la police, il arrive, ce sont des paquets réalisés, beaucoup en Europe de l'Est d'ailleurs, si on croit ce que me disent les autorités. Et je ne vois pas très bien l'efficience de la traçabilité, mais peut-être que je n'ai pas compris. Je me demande un éclairage sur le sujet. Je commence. Bon, je vais faire bref parce que c'est plus, tu es quand même beaucoup plus aguerri sur cette question-là. Mais en fait, il y a un phénomène qui fait que la traçabilité va avoir son impact, c'est que de plus en plus, le tabac de contrefaçon est produit ici. Donc effectivement, à l'origine, l'information est bonne. À l'origine, le tabac de contrefaçon vient majoritairement des pays de l'Est. Ça arrive dans des camions pour éviter les douanes, etc. C'est comme ça que ça se passait. Mais depuis quelques années, et surtout depuis la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, de plus en plus, la fabrication de tabac contrefait se fait directement en France. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être interceptées. D'abord, la première chose qui peut être interceptée par les douanes, c'est l'arrivée des machines pour fabriquer les cigarettes. Parce que les machines, elles arrivent effectivement d'autres pays, en pièces détachées. Et ensuite, une fois sur le sol français, ils créent des usines clandestines, ils assemblent leurs machines et après, ils fabriquent les cigarettes sur le territoire. C'est ce qui a été démantelé près de Rouen, dans notre région, là en Normandie. La première usine de tabac contrefait en France a été démantelée juste à côté de Rouen. Donc ils importent des machines. Et ensuite, une fois qu'ils ont importé les machines et qu'ils ont monté leur usine de tabac contrefait en France, après, là, ils font venir la matière première. Et c'est pour ça qu'on fait cette proposition de traçabilité du tabac qui entre sur le territoire. Parce que la matière première tabac, quand elle entre sur le territoire français, à part fabriquer des cigarettes, elle ne va pas servir à grand-chose. Et donc,
de mettre cette traçabilité sur la matière première tabac. Ça nous permettra de suivre quand elle arrive sur le territoire de façon distincte des produits agricoles, parce que là aujourd'hui elle entre dans les produits agricoles, donc que ce soit des betteraves ou du tabac, bah, ça passe de la même façon. Là on veut vraiment distinguer le tabac pour ensuite suivre où le tabac qui arrive va aller et pouvoir remonter aux usines de tabac contrefait en France. Après il y a toujours le problème des paquets qui arrivent de pays de l'Est, il y en a toujours. Et là, c'est pas la traçabilité qui jouera, ce sera d'autres moyens, les moyens de douane, le renfort des politiques de douane. Mais cette traçabilité, c'est majoritairement pour lutter, et principalement pour lutter contre les usines de tabac contrefait françaises. Kevin a très bien expliqué la chose. Je vais compléter. Auparavant, le tabac contrefait, je te parle bien contrefait et pas de contrebande, hein. Le contrefait provenait majoritairement d'usines implantées en Pologne. Du fait, la conséquence que ces usines arrivent en France, c'est une conséquence indirecte du conflit en Ukraine, de l'instabilité qui peut y régner. Et donc, du coup, bah, ceux qui ont été interpellés, c'était de Moldavie, Tchétchénie, se délocalisent vers un marché sûr où ils peuvent faire cela. On a quand même un super boulot des douaniers et des gendarmes, parce qu'en l'occurrence, les sites ont été démantelés par d'abord les gendarmes et les douaniers, et rapidement démantelés. Kevin a bien rappelé pourquoi est-ce qu'il faut tracer le tabac qui arrive en France, parce que c'est un produit agricole et on ne peut pas le tracer. Et comme aujourd'hui, c'est ce tabac qui sert à faire de la contrefaçon, bah, il faut à un moment, est-ce que ça va résoudre tout le marché? Non, mais ça va résoudre au moins une partie. Je vous invite à soutenir la proposition de loi qui a été déposée en septembre de cette année pour prévoir l'instauration de la traçabilité qui a été déposée par votre serviteur. Sur le marché de la contrebande, là on est sur un autre marché. C'est aussi cela qui arrive aux portes, que ce soit Douai-Vallier et sur Paris, dans beaucoup de lieux. Je ne vais pas faire la pub, là, je ne vais pas faire de pub contre les buralistes quand même, parce que ne valorisons pas ceux qui font mal. Et donc ceux qui vendent des tabacs à la sauvette, c'est des gens qui font mal. Donc ça, c'est un autre marché parallèle. C'est pour ça qu'on demande le distinguo entre le tabac contrefait et le tabac de contrebande pour avoir des vrais stats. C'est pour cela qu'on a besoin de précision là-dessus. Sur la question aussi de ce tabac, j'ai une réflexion personnelle, hein, et là je m'engage que moi, parce que je ne sais pas si on l'avait évoqué, mais moi je pense qu'au niveau fiscal, on a atteint le plafond de verre sur la fiscalité du tabac. Et qu'il faille fiscaliser, pas pour faire des recettes fiscales, ça c'est un autre débat, mais pour diminuer la consommation de tabac chez nos concitoyens, c'est une évidence. Est-ce que cette augmentation du prix du tabac a permis la diminution de tabac? Je le pense. Pour autant, là, je pense qu'on a atteint un plafond de verre, c'est-à-dire qu'à force d'augmenter le prix, ça n'encourage pas ceux qui voudraient arrêter, parce qu'ils sont bloqués, ils n'arriveront pas à arrêter. Par contre, ils se déportent vers le marché parallèle. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé au plafond de verre sur la fiscalité du tabac, parce que ça n'a pas de conséquences sur la santé publique. Au contraire, ça reporte sur un marché parallèle, et ça reporte surtout avec des déclinaisons médicales supérieures, parce qu'on vous expliquait ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, à un moment, ma réflexion, et je n'engage que moi là-dessus, évidemment. Et pour conclure, pour revenir au Verviers, je m'y étais rendu dans le précédent rapport avec Pierre-Yves Bournazel. On avait aussi fait l'état. On n'a pas pu tout refaire, pardonnez-moi, chers collègues. Mais néanmoins, le message qu'on veut aussi transmettre à travers notre rapport et qu'on veut véhiculer, que vous puissiez aussi valider et faire prospérer, c'est qu'il n'y aurait pas de contrefaçon s'il n'y avait pas d'acheteurs. Et c'est le b.a.-ba. S'il n'y avait pas d'acheteurs de contrefaçon, il n'y aurait pas de contrefaçon. Donc il y a un moment, c'est à travers tout ce qu'on vous propose qu'on espère sensibiliser les acheteurs pour dire arrêtons ensemble de nous exposer à ces risques-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Sachant qu'à Aubervilliers, les acheteurs ne sont pas des particuliers, hein. Oui. Ce sont des commerçants. Tout à fait. Et parfois des gros commerçants. Tout à fait. Tu conclus là? Moi, je veux bien. Ouais, j'ai juste... si vous me permettez, Présidente, avant de conclure et en vous remerciant pour votre attention particulière un jeudi matin, moi j'ai le vœu et l'espérance que ce beau rapport ne finisse pas à caler un meuble. Ce que je regretterais évidemment, qu'il serve véritablement à l'intérêt général, c'est dans ce sens-là que nous l'avons écrit. Je tiens à remercier aussi l'INPI, qui fait un travail formidable, et qui nous a rappelé qu'en France, les entreprises ne se protègent pas assez
ne se protègent pas assez par rapport notamment en Chine, où on est à 2 fois plus de protection industrielle, et que si on ne protège pas son brevet, ben, c'est plus difficile de faire valoir ses droits. Donc du coup, c'est la contrefaçon qui prend le pas. À l'approche des fêtes de Noël, je tiens à indiquer à la représentation nationale et à celles et ceux qui nous écoutent que quand même le premier produit contrefait en France, ce sont les jeux et jouets pour enfants. Qu'actuellement, la vente première pour les jeux, c'est les cartes Pokémon, que les cartes Pokémon contrefaites existent sur le marché. Et je dis aux parents qui voudraient acheter ces cartes Pokémon de faire très attention d'acheter des cartes légales, parce que sur la carte Pokémon contrefaite, l'encre n'est pas indélébile. Quand l'enfant le met à la bouche, il y a du mercure, et dans la moitié des cas, l'enfant finit à l'hôpital. Et les bords de ces cartes Pokémon ne sont pas arrondis comme les cartes traditionnelles, et elles font des coupures et des lésions sur la langue. Voilà le message qu'on voudrait aussi donner à l'approche des fêtes de Noël. Soyez vigilants, parce que ça, c'est quand même du concret sur la contrefaçon. Et pour conclure, Madame la Présidente, c'est une proposition que j'aimerais vous faire, parce que c'était une réflexion de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, dans le sens que vous avez dit on doit mobiliser, on doit informer. Je vous demande véritablement de pouvoir inscrire notre rapport dans une semaine de contrôle de l'Assemblée nationale, afin qu'il y ait une discussion et un débat sans vote évidemment, mais à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est quand même propre au CEC de voir inscrire dans les semaines de contrôle, dans la continuité, dans les semaines de contrôle à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, les rapports que, les rapporteurs ont fait, et surtout que tous les services ont fait, et dans l'intérêt général. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame la Présidente. Encore merci, messieurs les rapporteurs, pour ces travaux. Je réponds directement. Oui, je prends le point de votre demande. À titre personnel, j'y adhère complètement, parce qu'effectivement, l'intérêt de tous ces rapports doit être suivi des faits, doit être connu. Et donc, je me ferai votre porte-parole auprès de la présidente du CEC, qui est aussi la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, soyez assurés que je relayerai cette demande. Mais, mes chers collègues, sauf objection de votre part, je vous propose d'autoriser la publication de cet excellent rapport. Il n'y a pas d'objection, il en est donc ainsi décidé. Je vais lever la séance et je vous remercie de votre attention et de votre participation. Et bon retour dans vos circos pour ceux qui repartent.